Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 32. Dans ce volet, précisément dans cette chronique, je vais traiter un petit peu de façon contemporaine les mécanismes que beaucoup oublient, ce qu'on appelle les mécanismes des néoconservateurs, et plus exactement, beaucoup d'idées reçues sur cette, je dirais, sur cette conception, cette idéologie, ou sur ce concept. Alors effectivement, bon, j'ai mis sur ma page audio, j'ai mis effectivement, en tâche de fond, un livre incontournable que je vous conseille de vous procurer, qui vous donne un déroulé historique de la position américaine de l'OTAN par ses porte-voix dans sa politique d'infiltration à tous azimuts. C'est bien les partis politiques, la culture. Donc c'est un livre que je vous conseille de lire. Mais ce qui m'amène à vous faire cette chronique, c'est que simplement je voudrais parler de la montée en puissance néoconservatrice et de ces nouvelles interprétations. On a beaucoup d'idées reçues, je dirais, où effectivement on établit l'apogée de cette idée, de cette conception, à partir de la réaction du 11 septembre. Alors effectivement, nous avons pléthore d'anti-américains qui en profitent pour recycler leurs analyses, qui considèrent qu'effectivement l'Amérique éternelle est forcément brutale par essence, et ne peut exister que dans une culture de l'intrigue et de la violence. Plus précisément, effectivement, celle du macartisme ou des coups d'État au Chili, qui, dans sa dynamique, reprendrait finalement au fond ses habitudes. Ce n'est pas faux, mais je pense qu'on passe à côté je dirais, de la perception de l'originalité du phénomène néoconservateur. Comme je l'ai indiqué à maintes reprises dans des audios précédentes, euh, les mécanismes économiques ou les mécanismes, je dirais, proto-idéologiques sont, je dirais, tout à fait différents, c'est-à-dire plus complexes et prenant appui sur des sources qui sont amplement délicates et, je dirais, euh, plus éparses, plus éclectiques. Donc il faut bien comprendre que tout d'abord, cette conception se comprend dans une perspective historique. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, on peut déterminer que la formation du corpus correspond à peu près à une génération. On peut établir qu'effectivement, la naissance des néoconservateurs se calculerait le temps d'une génération, puisque on pourrait déterminer cela aux années 70, mi-70, voire même fin 70, avec l'arrivée au pouvoir de cette idéologie par le biais de Donald Reagan. Alors c'est du reste un symptôme générationnel, tout d'abord. Le néoconservatisme n'apporte guère d'innovation en cela, si on y réfléchit au plus profond, mais prétend faire des synthèses et revenir à des vérités plus anciennes, dans ce qu'on peut appeler le nouveau, et puis en même temps la conservation. Nous avons ce que ça s'appelle une sorte d'idée un peu oxymorique, ce qui pourrait être nouveau tout en conservant l'ancien. Alors, effectivement, le nouveau réside plutôt dans la méthode. Parce que c'est en cela que finalement, au fond, parce qu'ils sont parfois méthodistes, protestants, créationnistes. Donc, c'est assez complexe. Mais j'appuie et j'insiste sur le phénomène novateur de la méthodologie. Alors, comment une poignée d'intellectuels est-il, je dirais, comment ces intellectuels ont pu parvenir à contrôler, ou du moins influencer la politique internationale de la première puissance? Alors les réponses, ou la réponse, ils la donnent eux-mêmes. Ce pouvoir des idées auquel ils croient, plus que tout, parce que c'est vraiment une doxa, c'est une praxie même,
mais aussi l'art de les présenter, de les faire circuler, je dirais, dans une rhétorique plus balistique. On va utiliser un terme un petit peu de criminologie ou même militaire. Effectivement, il ne s'agit pas seulement de produire des concepts, mais il faut les placer où il faut au moment juste. Les néoconservateurs ont compris que la réflexion appelait des services complémentaires. Il y a une fonction, tout d'abord, je voudrais bien indiquer que les choses soient claires, stratégique, hein, se battre pied à pied contre la culture adverse. Parce que nous sommes dans ce qu'on appelle un rapport de, je dirais, guerrier, de culture. Bien entendu, nous sommes aux États-Unis, il y a une fonction marketing. Vendre ses idées, en proposer des versions adaptées à chaque public. Vous savez, un petit peu comme Microsoft, hein, une version Start, une version familiale, une version professionnelle, voire une version intégrale. J'aime comparer souvent l'informatique à ce genre de guerre idéologique, car il y a effectivement beaucoup de points de ressemblance. Alors, il y a également une fonction qu'il faut bien appeler accréditive, hein, occuper le terrain de l'expertise, fournir aux décideurs des grilles dont ils ont besoin, et bien entendu les arguments pour convaincre leurs électeurs, les placer près des centres de décision, voire de ce qu'on pourrait appeler des centres névralgiques de gravité. Alors le néoconservatisme est une pensée tout d'abord réactive, qui réagit, pas réactionnaire au sens, je dirais au sens de ce qu'on pourrait comprendre par le sens classique. Je pourrais préciser que ces tenants veulent promouvoir une révolution permanente, néo-impériale, et bouleverser l'état du monde plutôt que de freiner son évolution. C'est en cela qu'il y a l'aspect néo. Nous ne sommes pas dans un retour en arrière, bien qu'on conserve certains éléments qui appartiennent au passé, mais la conception est tout à fait novatrice, nouvelle. Alors, comme ces chantres l'indiquent, hein, nous sommes le seul pays révolutionnaire sur Terre, déclare par exemple Michael Lydon, hein, sur CBS News. Il faut parler de réaction au sens où la construction théorique reflète des traumatismes historiques et prétend y répondre, voire peut-être résoudre des problèmes qui, à un temps dans le passé, n'ont pas pu être résolus, et d'essayer de les ramener pour y apporter une solution novatrice. Par exemple, le volontarisme est la mesure de son regret des fautes passées. Et c'est en cela que nous avons une conception un petit peu religieuse là-dessus. Plus jamais de Munich, plus jamais de Vietnam, plus jamais de défaite. Et finalement, à se demander de quelle faiblesse veulent guérir les chantres de cette hyperpuissance. Alors nous allons faire un petit historique pour comprendre un petit peu cette évolution. Tout commence finalement au fond en 1964 par un échec, celui de la candidature de Barry Goldwater, hein, contre Johnson. Et ce n'est pas l'acte de naissance du néoconservatisme, mais au moins, on pourrait dire ça ainsi, je dirais les prémices. Alors, contrairement à toute idée reçue, en tant que courant structuré, il remonte aux années 70, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Alors, on peut dire que la désignation, vite abrégée, en néocon, hein, c'est souvent ce qu'on entend dans des couloirs, je dirais, des chapelles intellectuelles, est d'usage courant depuis à peu près, allez, environ un quart de siècle. Bon. Alors au départ, il y a donc un malaise chez les républicains, leur croyance anticommuniste, libre entreprise, méfiance envers, je dirais, un grand gouvernement de valeurs traditionnelles, et pour les plus chrétiens, lutte contre l'avortement, la pornographie, leur semble, je dirais, menacée. La raison, le succès des libérales au sens, je dirais, liberals, au sens américain, hein, au sens ce qu'on pourrait faussement déclarer comme étant
une sorte de gauche permissif, progressiste, mais qui finalement, au fond, tout à fait d'accord dans la norme économique. L'opposition serait plutôt dans la norme sociétale. Alors l'esprit du temps et les compromis au sein du propre parti fait prendre conscience à certains qu'il faut effectivement dépasser et avoir une réponse novatrice face au courant, je dirais, dit démocrate. Nous avons par exemple Irving Kristol, qui est auteur du néoconservatisme, une sorte d'autobiographie d'une idée qui fait remonter la naissance du mouvement aux années 68-70, l'explique par la lutte contre la nouvelle classe, une sorte de concept emprunté à Milovan Djilas. Alors ce dernier, ce qu'il faut savoir, c'est que ce dernier l'avait inventé pour décrire la bureaucratie stalinienne dans les années 70. Euh, les liens avec certains mouvements trotskistes étaient avérés, effectivement. Et dans les années 70, la droite américaine éprouve le sentiment de son échec face à la contre-culture hippie, drogue, pacifisme, laxisme, permissivité, enfin tout ce qui peut incarner finalement au fond la Great Society, hein, la fameuse société de Johnson. Alors pour les républicains purs et durs, cela en est trop et il faut à ce moment-là réagir. Alors, ce qui se trame à cette période-là, c'est que ces fameux républicains veulent surtout, je dirais, aux bureaucrates de Washington et aux ingénieurs sociaux, aux intellectuels, voire même aux semi-intellectuels qui contrôlent les médias et les institutions de l'État-providence, euh, ont déclaré la guerre à cet ennemi juré ou cet ennemi qui est tout à fait désigné. La nouvelle classe, on pourrait déterminer par une nouvelle bureaucratie, freine absolument l'économie, elle multiplie les programmes sociaux contre-productifs selon eux, et elle flatte les forces subversives, alors des responsables finalement au fond de cette fameuse crise d'autorité. En politique étrangère par exemple, elle va de défaite en défaite par manque de courage et de niaiserie idéologique. Et si elle fait tout cela, c'est parce qu'il y a intérêt. Je veux dire, il ne faut pas, je dirais, être stupide pour le comprendre. Premièrement, dans une Amérique attachée aux vertus anciennes et à la libre entreprise, hein, et au free market, c'est-à-dire au marché libre, elle n'aurait pas sa place. Alors, par exemple, nous avons un penseur comme Podhoretz, hein, qui fait une lecture droitière de Gramsci. Ça aussi, ça m'amuse un petit peu parce qu'Alain de Benoît avait effectivement, la nouvelle droite à l'époque, dans les années 80, avait établi, moi j'avais suivi un petit peu ses travaux dans leur organisation qui s'appelait le GRES, un groupe de recherche pour les études de la civilisation européenne, où ils avaient eu prétention de construire effectivement un gramscisme de droite, qui finalement est vite tombé dans les oubliettes de l'histoire. Alors reprenant Gramsci, il conclut qu'il faut lutter contre la culture adverse. Par exemple, Christol parle lui d'une nouvelle lutte des classes. Il n'oppose pas prolétariat et bourgeoisie, mais classe moyenne américaine authentique, selon sa conception, qui serait dans... Comment pourrons-nous définir cette conception? Oui, un pays réel attaché aux valeurs américaines, voilà, tout simplement. Face à cette nouvelle classe cosmopolite, libérale, imprégnée de romantisme politique, incarnée bien entendu par, je dirais, l'esprit new-yorkais. Alors, les néoconservateurs tracent un double front. Il y a à l'étranger les gens qui haïssent l'Amérique pour ses vertus et ses succès. À l'époque, c'était bien entendu incarné par les communistes, précisément les soviets, hein, comme son nom l'indique. Il y a ceux également de l'intérieur, ceux qui doutent de la mission universelle, hein, des rois philosophes, souvenez-vous, ces fameux rois philosophes qui ont fait l'Amérique, qui ont fait la Constitution américaine.
Et ce front intérieur qui se subdivise lui-même en libéraux, toujours au sens américain, donc globalement de gauche en faux conservateurs prêts à toute forme, je dirais, de compromission. Nous avons également les néoconservateurs qui craignent une défaite de l'Occident dans la guerre froide, faute de volonté politique. Par exemple, Spiro Agnew, le premier vice-président de Nixon, puis Nixon lui-même, sont écartés après la chute de Saigon, et s'ajoute le syndrome vietnamien. Il engendre effectivement un traitement de choc dans ces nouveaux groupes d'individus. Cela a pour conséquence, dans cette nouvelle politique, d'engendrer le refus américain de se compromettre avec un monde extérieur incompréhensible et à toute, je dirais, projection de puissance, fût-ce au service des meilleures intentions, qui aurait tendance à revenir comme un boomerang, ce qu'on pourrait déterminer comme syndrome que les néoconservateurs veulent voir absolument disparaître sur le bûcher, bien entendu, des Twin Towers. Alors si on parle de syndrome, il est un autre, je dirais, une expérience traumatique dont ils craignent la répétition. Munich, par exemple, comme le rappelle Kagan, la leçon de Munich est devenue le paradigme dominant de la pensée stratégique américaine. Elle entretient, je dirais, une certaine peur récurrente de laisser proliférer un nouveau nazisme, ou une certaine forme, selon sa conception, d'un nouveau totalitarisme, et de devoir en payer en millions de morts, ses réticences finalement à l'affronter maintenant. Toujours effectivement l'obsession de la répétition, les ennemis de la liberté se reproduisant de génération en génération. Le destin américain est d'affronter le national-socialisme, puis le communisme, puis l'islamisme terrorisme, les fameux trois pestes, la brune, la rouge, la verte, dira par exemple feu André Glucksmann. Il faut savoir que nous avons des néoconservateurs aussi en France. Avec Glucksmann, nous avions aussi Raymond Bouteille, également Guy Millière. Donc nous avons aussi des gens qui œuvrent dans ce sens. Bon, revenons un petit peu à l'histoire. Donc on peut dire que les années Carter représentent le comble de l'horreur. L'Amérique est empêtrée. Sa rivale soviétique avance sans cesse, profitant de la naïveté du président et des bons sentiments de son aversion envers la force. Bon. La peur du soviet transforme nombre d'ex-libéraux, voire d'anciens trotskistes, en conservateurs. Ça, souvent, on a tendance à l'oublier. Le plus célèbre est Irving Kristol. Je renvoie exactement à ce personnage. Faites des recherches là-dessus, vous serez assez étonné. Bon, on peut considérer que Kristol, par exemple, est un néo-marxiste, devenu néo-trotskiste, néo-socialiste, néolibéral et finalement néo-conservateur. Bon, nous avons des démocrates proches du sénateur Scoop, par exemple, Jackson, inquiet de la politique de détente, passe aussi à droite. Bon, pour Irving Kristol, lui-même les considère comme des intellectuels libéraux des années 70 qui ont perdu leurs illusions pour rejoindre le camp conservateur. Ils empruntent des passerelles, des instituts de recherche, ce qu'on appelle entre guillemets des think tanks, parce que souvent, même dans l'esprit français, on a du mal à comprendre ce qu'est un think tank. Il faut savoir qu'un think tank est un institut de recherche sur une stratégie à amener dans les intérêts, bien entendu, pourront être utilisés par le pays qui a décidé de combattre. Bon, nous avons la solidarité, bien entendu, avec Israël, qui joue aussi beaucoup d'intellectuels ultrasionistes, la conviction qu'une seule et même politique de puissance peut protéger Israël des USA, et finalement, au fond, ferait corps et allant dans le même sens. Mais tout ce qui ne s'explique pas par la politique étrangère, parce que c'est une chose qu'il faut bien comprendre, ces intellectuels sont sensibles aux tendances culturelles, les lieux qu'ils fréquentent, et d'abord les universités, comme par exemple l'université de Chicago, sont à leurs yeux le théâtre du pire crime contre l'esprit, le relativisme par exemple, dénoncé également par, je dirais, Ratzinger,
donc l'ancien pape, Benoît, Benoît XVI, me semble-t-il. Alors après la contre-culture des années 70, on peut établir qu'aujourd'hui, nous sommes dans une voie du politiquement correct, de revendication finalement minoritaire et culte de la victime remplace pacifisme ou révolution, le discours des identités sexuelles, ethniques ou autres menaces de la conscience de soi américaine. Vous voyez, c'est ce que nous subissons aujourd'hui en France, hein. C'est en cela que, inévitablement, nous sommes complètement submergés par la conception américaine. Alors, cette génération a deux maîtres à penser. Premièrement, Léo Strauss et Alan Bloom. Le premier émigré aux USA pour fuir le nazisme, mort en 1973, et surtout spécialiste de Platon et d'Aristote, mais il développe une critique anti-historiciste. La pensée des anciens nous est accessible en dépit de l'éloignement culturel et historique. Sa crainte principale est que l'Amérique héritière du double legs biblique et classique ne perd confiance en ses propres valeurs et ne cesse de tenir pour évidentes les vérités que proclame sa constitution. Également, Alain Bloom, disciple de Strauss, rencontre lui un succès international avec son livre The Closing of the American Mind. C'est un plaidoyer pour la culture classique par l'un de ses éminents représentants, dont rien qui a priori implique l'éloge des guerres à répétition ou l'impérialisme sans complexe. Mais de Bloom, les néoconservateurs retiennent une leçon simple: le relativisme culturel parvient à détruire les prétentions universalistes ou intellectuellement impérialistes de l'Occident. Il ne laisse, je dirais, subsister ici qu'une culture comme les autres. Dans la République des cultures, l'égalité règne. Malheureusement, l'Occident se définit pas par son besoin de justifier ses conduites et ses valeurs, par son besoin de découvrir la nature, par son besoin de philosophie et de science. Privé de cela, il s'effondrera, et c'est l'impératif culturel. Les États-Unis représentent une manifestation les plus achevées de la quête rationnelle d'une existence bonne et conforme à la nature. Traduit finalement au fond en termes, en des termes politiques par des disciples hâtifs, et cela finalement au fond donne notre système qui est universellement valable selon eux et qu'il faut absolument proposer et exporter au monde entier. Ceci étant, une fois que je dirais, cette praxis, cette psyché a été, je dirais, finalisée, les années 80-90 marquent une autre étape dans la longue marche des néoconservateurs sous Reagan. Nombre d'entre eux se retrouvent dans les cercles du pouvoir, l'homme du retour de l'Amérique rejoint leur panthéon aux côtés de Churchill et des deux Roosevelt, Théodore comme l'homme de la politique du gros bâton, Franklin Delano, l'idéaliste du New Deal et de la guerre contre le nazisme. Bon, nous avons ce qu'on appelle les Reagan économiques, donc ce qu'on appelle les néoconservateurs qui retiennent l'amaigrissement de l'État-providence, de sa politique étrangère, incarnée bien entendu par le sieur Milton Friedman, que je dirais que la conviction suffit pour gagner la guerre froide. De la guerre des étoiles, je dirais que la technologie est leur allié. Les années 80 sont aussi celles de l'exportation, de la révolution conservatrice, et ne pas confondre avec la révolution conservatrice allemande des années 30 ou des années 40. Pourquoi? Je précise là-dessus, car la révolution conservatrice allemande est un socialisme adapté à une certaine forme de nationalisme, une certaine forme de patriotisme allemand, ce qui est encore un autre problème. Ne pas confondre entre Otto Spengler, Werner Somberg, Carl Schmitt, avec cette révolution conservatrice qui est d'obédience américaine. Alors il devient envisageable qu'une idéologie de droite moderne puisse gagner le monde, voire qu'elle incarne, et on le voit aujourd'hui quand on entend les gens en train de dire gauchias, en train de lancer des sobriquets derrière une idéologie qui finalement au fond a été mal comprise et a été mal traduite. Et aujourd'hui, on voit une certaine forme de droitisation, y compris même du misérable ou du damné de la terre. Et cette volonté de droitisation est une volonté consciente de ces néoconservateurs qui arrivent à pénétrer dans les espaces, même les plus, je dirais,
les plus anodins. Car aujourd'hui, on voit beaucoup de gens se dire de droite sans en comprendre réellement le sens. Alors c'est pour ça que je précise que ça incarne suivant une expression d'un de ses admirateurs, Bissorman par exemple, le seul modèle alternatif occidental à allier la morale gérée et microprocesseur. Le mélange de foi américaine, du jus de cerveau de la révolution conservatrice des Goods, le les tripes de l'ancien acteur a fait merveille après la chute de l'URSS. La première guerre du Golfe aurait dû parachever leur triomphe en politique étrangère, tandis que la vague néolibérale emportait tout finalement sur son passage. Alors nous avons également, pour ne pas oublier, la seconde déception, ce qu'on appelle leur ennemi éternel, ennemi, les cyniques de droite, les utopistes de gauche, les frustres dans cette voie. C'est une chose qu'il faut bien comprendre. Alors les premiers, en ne parachevant pas la guerre du Golfe, par la prise de Bagdad, souvenez-vous, les seconds revenant au pouvoir à Clinton, ce fameux baby-boomer qu'on a appelé et qualifié à cette époque-là, imprégné de contre-culture. Entre-temps, l'ennemi extérieur qui a pris le visage encore imprécis du chaos dans les États voyous et des États faillis, des zones grises et des zones de complot terroriste, c'est surtout le visage de l'islamisme. Toujours deux fronts, nous avons également Laurence Kaplan qui, dans son prestigieux éditorialiste National Interest, dénonce autant les déclinistes libéraux que ceux qui n'ont pas cru au projet de Reagan et à la victoire de la guerre froide, que les déclinistes conservateurs. C'est finalement au fond ces derniers osent dire que l'extension excessive de l'Empire et de son arrogance ne peuvent que multiplier ses ennemis. Pareil, je dirais, conception qui irrite, on s'en doute, les néoconservateurs pour tout ce qui est possible. Bon. Ensuite, nous avons également le second, je dirais, le second grand thème, après celui des deux fronts, celui du tigre de papier. Les ennemis des USA sont persuadés qu'ils n'oseront jamais recourir à la force. Ainsi, les terroristes ne sont pas dissuadés par des gesticulations comme le bombardement d'une usine de médicaments en Somalie, nous faisant croire sur des médias mainstream que ce fut effectivement une usine d'armes chimiques. Rappelez-vous, Ben Laden aura été à l'époque, à cette période-là, dans ce territoire, dans cette géographie. Sans parler également de l'effet désastreux de la théorie du zéro mort, cette fameuse guerre chirurgicale que certains traduisent par les Américains s'en vont dès qu'ils perdent un homme. Il s'agit donc de démontrer que ce n'est plus vrai. Finalement, au fond, en ayant muselé les médias, rappelez-vous la première guerre du Golfe où seul CNN, média officiel de l'État américain, avait le droit de citer. Bon, en Irak bien entendu. Ensuite, il s'agit de démontrer finalement au fond que la Maison Blanche ne gère plus réellement, ce ne sont que des VRP au service de laboratoires de pensée de ceux qui détiennent réellement le pouvoir à travers la finance, la banque et d'autres archétypes de cet acabit. Or, Washington DC, tout ce qui précède et passe relativement inaperçu, surtout en Europe, durant les années Clinton, la plupart analysaient les idées dominantes outre-Atlantique en termes à des fins idéologiques ou de pensée unique. D'un côté, l'utopie de la communication que personnifiaient assez bien quelques hommes comme Al Gore, les autoroutes de l'information et la société du savoir comme solution à tous les problèmes de l'humanité. De l'autre, nous avons la soumission aveugle aux lois du marché, la pensée dominante, était donc, je dirais, qu'il n'y avait pas d'autre monde possible. Et que l'ère, finalement, au fond, de la politique entendue comme lutte des valeurs et des projets était close et que les choses ne pouvaient pas en être autrement. Alors en politique étrangère, l'Amérique semblait plutôt s'inspirer d'un pathos humanitaire, les plus critiques y voyaient une concession hypocrite aux valeurs soft du temps. Il était bon ton de terminer ses analyses du vide intellectuel par des invocations au retour de l'histoire ou par, je dirais, l'affirmation qu'un autre modèle était possible. La réflexion sur les idées aux États-Unis se confondait quasiment avec la critique de la mondialisation, sauf peut-être dans des milieux de la réflexion stratégique,
forcément plus alertes, plus informés, plus avertis. Pendant ce temps, les idéocrates préparaient leur retour au pouvoir. Alors nous arrivons à Bush, effectivement, fini la normalisation, la discussion avec Pyongyang par le biais de Madeleine Albright, le retour effectivement du fils prodige. Alors sous Bush, tout change. Ce qu'on a surnommé les putschistes bushistes, hein. Rappelez-vous, Rumsfeld, Cheney, Volvovich et Richard Pearl, entouré le nouveau président d'une garde prétorienne, doctrinaire. Parallèlement, cela leur a conféré une certaine forme d'essayisme, hein, qui occupe la devanture des librairies, les best-sellers comme Kagan, Kaplan ou Christol, mais aussi des tribunes médiatiques, hein, une petite minorité au sein du Parti républicain, sans oublier qu'il y a des néoconservateurs réputés démocrates. C'est pour ça que je dis bien que le, le conflit est interne, hein, c'est d'ordre sociétal et certainement pas d'ordre économique, ce qui est une nuance très importante. Et donc, dépourvu d'appareils, d'élus, de tribuns célèbres, a su saisir les leviers du pouvoir bureaucratique et intellectuel. Les néoconservateurs détestent, et ça il faut bien le comprendre, généralement Machiavel. Bon, c'est pour ça que je vous invite à lire Machiavel, hein, c'est très important. Mais il est une leçon qu'ils pourraient retenir du Florentin, par exemple, la vertu. La force de caractère est soumise aux aléas de fortune, mais elle se révèle quand elle rencontre l'occasion. Or, voici que on peut considérer que la configuration historique ouvre toutes les possibilités. Nous y voilà, le 11 septembre. Alors, le 11 septembre inaugure l'ère du plus jamais ça, qui classifie deux axes, l'axe du bien et l'axe du mal, toujours bien entendu dans une lecture très religieuse. Tandis que la première émotion passée, les Européens s'habituent à l'idée qu'Al-Qaïda aurait pu réussir un coup unique et que l'histoire reprendra son cours, la pensée même de retour à la normale est scandaleuse. La simple imagination aux USA, le crime absolu nourrit le besoin de sécurité absolue. Souvenez-vous, donnez-moi votre liberté, je vous donnerai de la sécurité. Pour reprendre une distinction très éclairante de Denis Marquet, la sécurité qui signifie étymologiquement libération du souci peut prendre la forme de la confiance qui suppose l'acceptation, un peu ce que Chomsky appelait sur la philosophie ou la stratégie du consentement, donc suppose l'acceptation d'un certain degré d'aléa, ou celle de la sécurité assurance qui vise à l'abolition du risque. Dans le second cas, par exemple, la seule façon d'y parvenir, c'est de supprimer l'autre, soit en le niant, soit en le contrôlant, ou en le détruisant. Du coup, la quête exclusive de la sécurité assurant et engendre et nourrit la menace qu'elle est censée éloigner, même infailliblement, à une sécurité plus grande. On peut considérer cette fuite en avant, qui encourage la quête d'une puissance sans frein, n'ayant absolument plus de garde-fous. Plus le monde est dangereux, plus il faut être fort et impitoyable pour l'affronter. Plus on est fort, plus on découvre de dangers. Bien rompu à cette dialectique, on peut considérer que les néoconservateurs attachent le train de l'impérialisme démocratique et bienveillant à la locomotive de l'antiterroriste. La seule nation indispensable va devenir l'empire indépassable euh, dans, je dirais, des temps immémoriaux. Toutes ces idées ne sont pas imposées en une seule fois, hein. Elles se sont, je dirais, euh, elles se sont placées par étapes et selon effectivement les défis qu'ont rencontrés je dirais, ces organisations. Elles se sont placées par différentes étapes, comme je l'ai précisé, par des mouvements successifs d'opinion, contournant leurs opposants, comme dans un dribble doctrinal. Le premier mouvement est la guerre du Kosovo de 1999. Hein. Les néoconservateurs, par un paradoxe plus apparent que réel, soutiennent une guerre réputée de gauche.
Ils en retiennent le droit d'ingérence, une puissance guerrière exercée au nom des droits de l'homme, l'affaiblissant du principe de souveraineté, hein. Bénéfices collatéraux, la guerre est menée sans mandat de l'ONU, dans l'enthousiasme général. L'Europe reconnaît de facto son incapacité à traiter ses problèmes autrement que par le verbe ou par l'éloquence. Quand on sait qu'effectivement le Kosovo est une nation complètement hybride, où pour un révolutionnaire sincère, le Kosovo appartient à la Yougoslavie et néanmoins aujourd'hui à la Serbie, pour des raisons aussi bien, je dirais, historiques que des raisons religieuses. Dans un second temps, on peut considérer que le 11 septembre permet de qualifier l'agression terroriste comme crime à la fois contre l'Amérique, contre l'Occident et contre l'universel. C'est ce que démontre la fameuse lettre d'Amérique ou les raisons d'un combat, signée par 64 intellectuels américains, et qui est publiée dans le monde entier. Je vous invite à la télécharger, elle est assez intéressante et éloquente. Elle analyse la guerre, alors celle menée en Afghanistan, d'un point de vue moral, c'est-à-dire qu'on y intègre le point de vue religieux dans une conception géopolitique et géostratégique. Elle recourt pour cela à une analyse de la guerre juste, de la guerre sainte, de, de l'axe du bien contre l'axe du mal, discutée par des théologiens, prenant appui également dans des think tanks à la recherche de références comme Saint Augustin. Nous avons également les signataires qui entendent bien marquer sa différence avec la guerre sainte menée par leurs adversaires, mais surtout cette défense de la guerre exercée par l'Amérique qui reflète une conception dont les néoconservateurs font leur miel, leur beurre, et nous pouvons mieux résumer comme étant l'exceptionnalisme universaliste. Alors, l'Amérique fait admettre à sa population qu'ils sont honnis et détestés par le monde en la raison de leur position positive et que le monde n'est que barbarie autour d'elle. Et finalement, se sent visée en tant que nation la plus avancée dans sa réalisation des valeurs universelles, la moins nationale en somme, mais celle dont l'identité se confond avec les aspirations de l'humanité. Ces valeurs sont la dignité universelle, l'universalité, la vérité, la tolérance, la liberté d'opinion et autres idées morales considérées comme inhérentes à la nature de l'homme en tant que membre d'une société. La lettre le rappelle, hein, américain en temps de guerre et crise mondiale, nous tenons à rappeler que le meilleur de ce que nous appelons trop facilement les valeurs américaines n'est pas l'amenage de la seule Amérique, mais bel et bien l'héritage commun, universel de l'humanité, d'où la conclusion. Il arrive que la guerre soit non seulement moralement permise, mais moralement nécessaire pour répondre à d'ignominieuses démonstrations de violence, de haine, d'injustice. Et c'est en cela que nous avons, je dirais, le droit, en tant que nation de terre promise, de s'engager dans une révolution mondiale. Tout un programme. Nous avons également le troisième stade, hein, ce sera tout naturellement la guerre, je dirais, préventive, les conséquences de cette prémisse. La puissance planétaire investit d'une mission universelle qui doit détruire la matrice des monstres, bien sûr, puisqu'ils ont été qualifiés, ils ont été dénoncés. Bien sûr, tout le monde ne se fait pas prendre à ce tour de bonneteau, hein, il faut être honnête. Tel partisan de la guerre du Kosovo, comme le général Wes Clark, proteste que Milosevic était plus menaçant que Saddam Hussein. Des signataires de la première lettre de Fukuyama refusent que les principes de guerre juste ou la légitimité de défense s'appliquent à une tentative de changement de régime ou un danger insuffisant prouvé, mais cela vient un peu plus tard. Nous avons les fameux Patriot Act mis en place, le refus des accords de Genève concernant les prisonniers de guerre comme étant des prisonniers illégaux. Hein, cela est extrêmement grave car cela peut donner également la possibilité à des nations d'agresser des nations un peu
un peu plus petites et de les déclarer comme étant des combattants illégaux. Bref, Bush a donné pas mal de cas d'école qui peuvent être dramatiques pour le monde, entre guillemets, d'autant que n'oublions pas que les néoconservateurs pensent à plus long terme. Ils se placent dans une perspective de reconfiguration. Leur jeu des dominos démocratiques est censé durer au moins autant que la guerre froide. Ils rappellent volontiers par des proclamations du type Notre route commence à Bagdad, qui est un livre qu'il faut absolument que vous puissiez lire de William Christiol. Hein, pour lui, un avenir plein d'humanité passe par une politique étrangère américaine sûre, garantie, idéaliste, déterminée et convenablement financée. L'Amérique ne doit pas seulement être le policier ou le shérif du monde, elle doit être son phare et son guide. Rappelez-vous les rois philosophes. Alors, l'alternative à la domination américaine est un monde chaotique où il n'existe nulle autorité capable d'assurer la paix et la sécurité et de faire respecter les normes internationales, traduit sur le terrain par un militaire un peu moins subtil, le colonel Nathan Sassaman, commandant de bataillon de l'US Army en Irak. Cela donne avec une bonne dose de violence et de peur et beaucoup d'argent pour financer des projets. Et je pense que nous pouvons convaincre ces gens que nous sommes là pour les aider. Alors, voilà, je voulais parler un petit peu, d'une manière générale, de la conception, de la naissance des néoconservateurs, sans rentrer trop dans la doxa, je dirais, politique et économique. Euh, je vais éviter effectivement de trop rentrer dans des sujets qui seraient peut-être, je dirais, longs et fastidieux, mais je vais faire une petite analyse rapide sur les réseaux, ce qu'on appelle les aspects les plus visibles du pouvoir néoconservateur et leur présence dans tous les couloirs du sérail, premièrement. Ce qu'on a surnommé les putschistes bushistes, hein, qui ont infiltré ce qu'on appelle le complexe industrialo-militaire, ce qu'on appelle un Military Industrial Congressional Establishment, dont le vice-président Cheney, dont l'épouse Lynn, universitaire de renom, est aussi une tête pensante du néoconservatisme. Hein, les numéro 1 et numéro 2 du Pentagone, Donald Rumsfeld et Paul Boghossian, son propre second, Richard Pearl, le gourou intellectuel de la ligne dure, entoure l'exécutif. Parmi les noms, on retrouve systématiquement des gens comme Richard Feiss, Frank Gaffney, qui dirige son propre think tank, hein, le Center for Security Policy. Nous avons Karl Rove, hein, le spin doctor de George W. Bush, John Bolton, James Woosley, les Cristol, père en fils, Robert Kagan, nombre d'entre eux ayant eu des responsabilités gouvernementales dans les réseaux de l'époque des années Reagan, ça connaissent de longue date, hein, il faut le souligner. Et c'est un moyen, effectivement, de placer leurs agents pour que plus tard, les démocrates, entre guillemets, ne puissent pas, je dirais, appliquer une politique un peu différente, puisque gérant les, les- les accès stratégiques des pouvoirs décisionnels aux États-Unis. Et donc, je ne vais pas m'éterniser sur l'activisme un petit peu de tous ces braves gens. Je vais parler également, que les choses soient claires, des think tanks. Qu'est-ce que finalement un think tank? Donc, le think tank est un second point fort. Les néoconservateurs sont très présents dans les think tanks, hein, dans ces fameux laboratoires de recherche. L'histoire finalement de la conquête intellectuelle du pouvoir par la droite républicaine se confond avec celle de ces institutions intellectuelles prestigieuses à partir des années 70, c'est-à-dire à partir du moment où ils sont formellement ou fortement idéologisés. Ce qu'on qualifie d'une façon un peu plus vulgaire dans les milieux universitaires, les boîtes à penser. Alors, il faut savoir que cette expression est héritée des écoles de Saint-Cyr ou des écoles militaires ou l'école des officiers de West Point. Donc, les boîtes à penser sont actuellement au nombre de 1200 au moins classifiées. La pluralité de leurs fonctions les met au cœur de la démocratie américaine.
Vous voyez, quand on parle de complot, je ne sais pas de quoi réellement parle-t-on. Est-ce que le complot est chez l'adversaire ou il est chez celui qui finalement garantit sa puissance? Ça, c'est encore une autre question, mais je pense que c'est à réfléchir. Alors leur rôle est multiple, hein, renouveler les idées, fournir l'expertise qui inspirera les décisions publiques, contribuer à l'agenda, filtrer pour le monde politique l'énorme quantité de données et de demandes qui remontent jusqu'à Washington. Cette mission de recherche et d'analyse est ambiguë. C'est pour ça que je vous dis que quand je parle de boîte à pensée, c'est quelque chose qui est fondamental, qu'il faut bien retenir. Elle est simultanée, je dirais d'une façon simultanée, admise que les agences fédérales, les autorités nationales ou locales se tournent vers des think tanks pour bénéficier d'un éclairage d'experts indépendants et que ces mêmes think tanks puissent mener une action de lobbying qui est en faveur des retraités, en faveur des partisans du troisième amendement. Et tout cela n'est possible que dans un système où les crédits et les centres de décision sont décentralisés, où les partis politiques ne s'imaginent même pas être les seules sources d'idées ou de programmes, où les dirigeants ne sont pas formés de la même administration locale. Donc, que les choses soient claires là-dessus, les think tanks sont intégrés au modèle américain. Premièrement, ils ont des sources de financement privées. Donc, ils ne sont pas indépendants. Ils sont le réceptacle de la pensée de ceux qui les financent. Ensuite, étant donné que les États-Unis ont très peu d'administrations telles que nous le comprenons nous, ils n'ont pas des laboratoires nationaux. Ces laboratoires de recherche, comme son nom l'indique, comme ils sont privés, ils répondent à des besoins de manias qui font des affaires dans le monde. Donc vont toujours dans un même sens. Ensuite, il faut savoir que le lobbying aux États-Unis n'est pas interdit. Donc, résultat des courses, à celui qui sera le plus puissant et celui qui sera finalement le plus argenté. Ensuite, les partis politiques ne sont finalement là que pour obéir ou prendre en compte les travaux qui sont effectués d'une façon, je dirais, évidente de ces mêmes think tanks. Et donc on peut associer effectivement l'exercice du pouvoir tel que le département le décrit ainsi. Assumer un rôle actif en politique étrangère en organisant des dialogues de sensibilisation, voire même en offrant leurs services de médiateurs au profit des parties à un conflit. La confiance dont jouissent ces centres de recherche renvoie à la tradition de foi dans les ingénieurs sociaux et des groupes de solutions des problèmes. Ce qu'on appelle, pourrait déterminer comme un avantage corollaire, les think tanks permettent de vrais débats entre hauts fonctionnaires qui peuvent s'exprimer là des idées comme s'ils n'avaient pas l'occasion de le faire à leur poste et experts de diverses obédiences. Alors, ce qui va créer problème là-dedans, c'est qu'effectivement, ils sont tributaires de ceux qui les financent. Et c'est une manière claire, prenant même l'occasion de vous l'expliquer, de voir tester des nouvelles idées et finalement, au fond, de lancer un ballon d'essai. Les analystes des think tanks s'expliquent très franchement qu'ils testent certaines idées, ce fut le cas par exemple la fameuse doctrine d'action préemptive, parfois quelques mois avant qu'il ne devienne la doctrine de défense officielle, vous savez, le laboratoire d'essai, avant qu'on y adopte. Nous, ici, c'est au niveau des institutions, donc c'est l'Assemblée nationale qui décide des décrets et des lois, qui le sort au journal officiel, après décision et vote, principe de votation. Là-bas, non, c'est en fait les think tanks qui, après, je dirais, adoption de certaines idées, euh, devient la doctrine officielle de l'État. Alors, il y a effectivement ceux qui testent les idées trop impopulaires, qui peuvent très exceptionnellement jouer de fonction de fusible. Le think tank ont acquis un rôle quasi sociologique dans la circulation des élites. Celui qui fait partie de la bonne institution, par exemple,
pourvu qu'il en possède les capacités à accéder à des tribunes médiatiques, publie et atteint des postes brillants au gouvernement, dans les secteurs privés et voire même dans les universités. Il est parfaitement admis qu'un cerveau trouve à s'employer une année au gouvernement, une année à l'université, une fois dans une grande compagnie privée, une fois dans un think tank, qui lui servira de parachute lorsqu'il quittera l'administration. Pour les think tanks partisanes, cette circulation des élites est l'occasion de promouvoir ceux qui partagent leurs vues, avantages mutuels. Le chercheur a un plan de carrière et le parti, je dirais, place des hommes partout. Le système fonctionne en double boucle. Les think tanks promeuvent les intellectuels qui les nourrissent d'idées, souvent les appliquent et les rétribuent, les remboursent au prix d'un prestige et de réseau. Chaque changement de majorité provoque mécaniquement un mouvement entre les think tanks et le gouvernement. Quand par exemple George W. Bush arrive au pouvoir, il recrute tout naturellement dans les institutions amies, tandis que les démocrates prestigieux vont pantoufler dans des institutions de recherche à moins, je dirais, à moins en cours. Alors, je ne vais pas m'éterniser sur les différents think tanks et leur système de pensée. Je voulais vous faire comprendre ce que pouvait, je dirais, se définir comme étant un think tank aux États-Unis dans sa conception d'un idéal libertarien et de ce que l'université pouvait avoir de lien avec ces fameuses boîtes à pensée ou ces fameux instituts de recherche. Cela n'aurait pas été, je dirais, complet si effectivement je ne parlais pas des médias qui finalement sont articulés, puisque les think tanks décident des idées, ensuite les officialisent pour qu'elles deviennent la doxa de l'État, et les médias ont la responsabilité de les diffuser auprès de la population. Et donc effectivement, nous avons ce qu'on pourrait appeler en termes militaires, ces munitions de l'idéologie qui permet aujourd'hui effectivement, outre l'intendance et les relais des puissances néoconservateurs, qui reposent finalement au fond sur une remarquable adéquation dans leur doctrine et à l'esprit du temps. C'est une des raisons pourquoi ils se définissent sur la légitimité du patriotisme américain, le danger de toute forme de gouvernement mondial, fût-ce celui de l'ONU, étant, je dirais, la rivale de leur New Order, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial, la nécessité de distinguer clairement ses amis et ses ennemis et de combattre les seconds, la conviction que l'intérêt américain n'est pas seulement économique et géographique, car de grandes nations dans l'identité idéologique, comme l'Union soviétique d'hier et les États-Unis d'aujourd'hui, ont inévitablement des intérêts idéologiques, outre les intérêts matériels. L'ardente obligation de profiter d'une conjoncture favorable et notamment de la supériorité militaire américaine, faute de quoi les ennemis s'en chargeront. De façon générale, la dialectique des néoconservateurs recourt facilement aux mêmes arguments et nécessité, donc l'empire ou le chaos, moralité, notre système est universellement valable, opportunité, demain il sera trop tard. Donc, il faut bien comprendre que ces think tanks, ce système tripartite entre le think tank, les médias et le gouvernement sont un élément important de comprendre l'État dans l'État, et ce qui m'amène effectivement à vous parler de cette fameuse haine déguisée, camouflée, que certains ne voient pas, de cette tripartite anti-européenne, que d'autres viennent me dire que les Américains veillent à d'autres intérêts. Quelle blague nationale. Bon, enfin bon. Alors, quand on parle de la haine de l'Europe, tout ce qui précède implique un mépris souverain pour l'Europe, cette, je dirais, retraitée de l'histoire. James Woosley, par exemple, la compare aux villageois. Dans le train sifflera 3 fois, ils se terrent chez eux sans oser se défendre, tandis que Gary Cooper, le shérif de l'Amérique, affronte tous les bandits. L'identité et les valeurs américaines, dont les néoconservateurs renvoient à contrario au modèle fantasmé d'une Europe à la fois biologiquement décadente et intellectuellement égarée par son juridisme pointilleux.
À moins encore que on pourrait expliquer une autre conception de la vieille Europe, continent de vieux, à la pyramide démographique révélatrice et sénilement hanté par la peur de la force, frustré par la Seconde Guerre mondiale. Et les propos des Faucons sont encore plus violents, décrivant la France comme un pays à la fois vieux, frivole, arabisé, islamisé, éternellement pétiniste et vaincu dans toutes les guerres, en témoigne finalement l'histoire d'une façon abondante. Les néoconservateurs établissent effectivement que l'Europe doit être un village administré et que dans leur conception une quasi-équivalence entre leur idéologie et principe de réalité, comme entre je dirais, la nôtre et le principe de plaisir. La je dirais, latéralité, qu'on pourrait qualifier comme multilatéralisme ou pacifisme des Européens, serait un luxe d'enfants gâtés et de surcroît rachitique et qui dénigre ceux qui les protègent plutôt que d'affronter les périls qui les menacent. Ces vieux Européens n'ont-ils pas été sauvés par l'Amérique des trois précédentes guerres mondiales, ce qui est une erreur fondamentale, puisqu'aujourd'hui on sait qu'à la lucarne, il y a l'image des archives, c'est l'Union soviétique qui a réellement payé le lourd tribut. Enfin bon, ça c'est tout à fait nouveau, puisque nous avons accès aux affaires déclassées. Voilà. Alors cette opposition USA-Europe n'a jamais été possible aussi loin, parce qu'il suffit de lire Robert Kagan dans La puissance et la faiblesse, c'est pour ça que je vous renvoie à le lire, ce qui mérite finalement au fond un développement. Il tente de dénoncer les versets kaganiques pour leur nietzschéisme de bazar, quoique l'auteur, je dirais par-delà le bien et le mal, soit le philosophe que déteste le plus les néoconservateurs, bien qu'en utilisant certaines de ses théories, qu'on appelle la tête de Turc préférée des belles âmes, livre aussi des indices les plus subtils qu'il paraît, car Kagan nous invite à poser la question de l'idéologie non plus en termes d'interprétation et d'intérêt, mais rapporter la vision du monde à la position de l'idéologue qui interprète le dit monde, mais plutôt comme un rapport entre puissance et idéaux. Un résumé un peu cavalier serait chacun à l'idéologie de ses armes et les armes de son idéologie. Bon, maintenant, il faut bien comprendre, je ne vais pas faire tout un travail aussi bien sur Kagan comme sur Brzezinski, qui, à la fin de sa vie, était en désaccord avec beaucoup de ses théories, il faut au moins lui reconnaître cela, où il considérait que les États-Unis ne devaient plus s'engager sur un terrain de guerre contre la Russie. Enfin, cela est encore une autre histoire. Maintenant, je voudrais préciser que nous sommes dans une formule, actuellement, les néoconservateurs qui sont dans certains secteurs où ils n'ont plus besoin de jouer la carte de l'élection, puisqu'ils sont dans des pouvoirs qui sont, je dirais, indéboulonnables, voire indétrônables et incontournables, sont dans une formulation des débats, ordre ou désordre américain, monde unipolaire ou multipolaire, unilatéralisme ou multilatéralisme, puissance hard ou soft power, empire bienveillant ou impérialisme. On pourrait traduire ça de la façon dont les catégories Made in USA ont formaté notre façon de penser, et ce n'est pas de l'impérialisme culturel, ce n'est pas non plus l'œuvre des seuls néoconservateurs, mais c'est un sérieux indice de toute la politique d'identité européenne. Et nous n'avons même pas parlé de la politique, je dirais, et c'est une chose qui est importante, la politique de puissance, qui passera effectivement, je pense, par une remise en cause de ces catégories et de toutes ces étapes que je viens d'énoncer sur une pensée d'après l'Empire. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas été un peu trop chinois, dans le terme un peu complexe, mais cela devait être clarifié. Je vous dis bonne continuation et à la prochaine chronique. Merci à vous.